S'il vous plaît, ayons une petite pensée pour tous ceux qui se sont énervés à régler les paramétrages de volume de la vidéo. Je suis un vrai salopard. On est d'accord, c'est chiant quand le volume de la voix n'est pas assez élevé, mais c'est tout aussi pénible quand la musique est trop forte et qu'elle masque la voix. Et ben maintenant vous savez tous pourquoi il y a cette espèce de grosse merde sur le mur derrière moi. En 2002, dans le clan Nintendo, c'est un peu le bordel. En effet, la société Rare, qui était un putain de poids lourd à l'époque, décide de plier bagages et d'aller voir ce qui se fait au niveau de la concurrence. Alors pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts occasionnés du point de vue du joueur, il suffit d'imaginer que vous êtes le passager d'une voiture, et que d'un coup, on vous enlève une roue. Et que le chauffeur, c'est Max PK, ce qui est d'autant plus inquiétant que Max PK est considéré comme décédé depuis 2003. Max PK, c'est le mec à qui on doit l'insupportable série de films à l'humour douteux se passant à Saint-Tropez. Avec Youth Ball, on tient là les deux meilleurs exemples attestant qu'il ne faut surtout pas mettre une caméra dans les mains de n'importe qui. Non, parce que franchement, Blood Rain, dans sa catégorie, c'est aussi une perle. Bien évidemment, à terme, on peut remettre une roue toute neuve, mais sur le coup, c'est un bon moyen pour se planter en beauté dans le décor. Forcément, face à une telle nouvelle, les vrais spécialistes du jeu vidéo, ceux dont la vie ne peut nullement être remis en cause, ont prédit la mort prochaine et irrémédiable du groupe. Alors à l'époque, c'était nouveau pour Nintendo, mais depuis, il a un peu pris l'habitude, ce qui ne l'empêche nullement de se payer des barres de rire quand tout le monde se fout de sa gueule avec ses concepts jugés cons, mais que finalement tout le monde finit par copier. Sauf que la Wiimote ressemble tout de même moins à un vibromasseur que cette espèce de truc tout moche. L'histoire aura montré que contre toute attente, le groupe survivra. Bizarre ça. La rupture s'est vraisemblablement faite dans la douleur et Rare a forcément obtenu la garde des enfants. En guise de cadeau d'adieu aux joueurs, Rare prit tout de même le temps de sortir un dernier jeu sur GameCube. Mais pas n'importe quel jeu. Pour la petite histoire, Dinosaur Planet était à la base un jeu prévu pour sortir sur Nintendo 64. Des tas de raisons ont poussé Nintendo et Rare à intégrer l'équipe Star Fox au projet et à sortir le jeu sur GameCube plutôt que sur la 64 bits. Les évoquer dans cette vidéo ne serait pas plus pertinent que ça, déjà parce qu'on ne peut pas les confirmer de façon officielle, et ensuite parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vouloir ramener sa science et pour trouver à redire sur ce que je pourrais éventuellement raconter à ce sujet. Donc on va juste considérer qu'un jeu qui aurait pu être très bon n'est pas sorti, mais que ce n'est finalement pas si grave que ça, parce qu'à la place, on en a eu un autre qui lui est tout bonnement excellent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux précisions s'imposent. Elles sont en lien direct avec le titre du jeu tel que nous le connaissons. A la base, Star Fox est un jeu de tir, c'était le cas sur Super Nintendo et sur Nintendo 64. Dans ce cas, pourquoi, d'un coup, on changerait une formule qui marche pour faire quelque chose qui change de ce que les psychorigides de la manette veulent avoir? Pour faire simple, parce que les psychorigides de la manette, on les emmerde. Nous avions déjà traité le cas du changement et de l'innovation dans le monde des jeux vidéo en abordant l'histoire de Sonic. Pour résumer, peut-être que le changement n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais si certains développeurs n'avaient pas eu le cran nécessaire pour oser prendre des risques, nous n'aurions jamais eu l'opportunité de jouer à ce jeu, ni à celui-là, ni à Final Fantasy Tactics, ni à Rayman Origins. Alors, de mon point de vue, si, le changement, parfois, ça a du bon. La deuxième précision concerne la seconde partie du titre, on y fait référence à un jeu d'aventure. Donc là, tout de suite, grand débat autour de la définition du jeu d'aventure. La définition du terme jeu d'aventure est très subjective. Pour certains, il faut impérativement que l'on ait un inventaire à gérer. Pour d'autres, il faut que les combats se fassent indépendamment des déplacements. Pour la minorité suivante, il faut que l'on parle de points d'expérience. Pour ceux qui viennent après, il faut que l'on puisse interagir sur le scénario, et ça peut durer comme ça pendant des plombes. Si on pose la question sur 15 forums différents, il est non seulement à craindre qu'on se retrouve avec 15 définitions différentes, mais qu'en plus, les membres des forums en question commencent à se mettre violemment sur la gueule à ce sujet. C'est donc peut-être quelque chose qu'on va éviter. De toute façon, en y regardant de plus près, dans Star Fox Adventures, on a un inventaire à gérer, donc c'est un jeu d'aventure, un vrai.
On a aussi des combats, donc c'est un jeu d'action. On a des blocs à déplacer, donc c'est un jeu de réflexion. On doit nourrir ses héros, donc c'est une simulation de vie. On doit acheter des objets, donc c'est un jeu de gestion. On doit jouer à la balle, donc c'est un jeu de sport. On doit défendre des bases en shootant les ennemis de loin au moyen de structures fixes, donc c'est un tower defense. On doit aller plus vite que ses adversaires, donc c'est un jeu de course. On doit gagner des petites épreuves, donc c'est un party game. On doit libérer des prisonniers, donc c'est un jeu d'infiltration. On doit flinguer des ennemis à bord d'un vaisseau, donc c'est un jeu de tir. Et comme on doit en plus communiquer avec des tas d'autres personnages que le sien, c'est aussi un réseau social à part entière. Indubitablement, Star Fox Adventures n'est pas un jeu d'aventure. Si on se base sur ce que je viens de dire, c'est juste le jeu ultime. On ne sait donc toujours pas vraiment ce qu'est concrètement un jeu d'aventure, mais on peut tout de même procéder par élimination. Certaines personnes diraient que Super Smash Bros. Brawl est pourvu d'un mode aventure au travers de ce qui est appelé l'émissaire subspatial. Non. Le fait d'aligner des niveaux d'une longueur barbante en y collant des tas d'ennemis cons comme des pelles ne suffit pas à faire un mode aventure. Ça suffit tout juste à faire un jeu d'action. Un mauvais jeu d'action, bien sûr. Grosse pagaille sur la planète des dinosaures. Les artefacts légendaires se sont fait la malle et la conséquence directe est l'éparpillement pur et simple des continents à travers l'espace. Alors oui, présenté comme ça fait d'un coup un anachronisme et un truc scientifiquement impossible, mais comme d'habitude, si on se met à se pencher sur tout ce qui merde dans un jeu vidéo, on n'est pas sorti de l'auberge. Un ordre de mission est envoyé à l'équipe Star Fox pour aller nettoyer le bazar. En parallèle, un autre personnage reçoit de son côté un message de détresse et grand mal lui prend d'y répondre puisque ce qui l'attend n'est pas franchement folichon. On apprend alors qu'un tyran souhaite coller le plus possible à la définition qu'on lui donne au Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, ce qui va forcément poser problème vu que vous êtes visiblement du côté des opprimés. À ce stade avancé des choses, le scénario devrait vaguement se dessiner devant la plupart des joueurs avisés. Grosse surprise donc, car le jeu met carrément de côté l'aspect jeu de tir pour se focaliser sur l'exploration de lieux magnifiques, sur la résolution de nombreuses énigmes, sur la découverte d'endroits plutôt bien gardés et sur une petite connotation politique très subtilement amenée au travers des relations que les différentes races de dinosaures peuvent avoir entre elles. Les gros boulets qui vous pourrissaient la vie auparavant n'ont qu'un rôle secondaire ici, et ils seront très vite remplacés par un unique petit monstre qui aura un comportement encore pire que celui des trois autres réunis. Son utilité sera pourtant avérée à plus d'une reprise, car il pourra vous dégoter des trésors et des passages secrets, il vous permettra d'actionner des interrupteurs et même de cracher des flammes, ce qui sera tout de même bien utile. En plus de ça, vous trouverez très tôt dans l'aventure un bâton magique qui disposera également de quelques sorts bien pratiques. Votre aventure sera dictée par un fil conducteur qui semblera très pénible au début, notamment quand vous devrez convaincre le géant de pierre de vous filer un coup de main. La planète part en latte, c'est le bordel à tous les niveaux, mais lui il tire la gueule parce que vous venez le voir sans lui amener de bonbons. Ouais. À la rigueur, on n'a pas tous la même notion des priorités, mais là, c'est quand même un peu con-con comme situation. Par la suite, la variété des décors, l'hétérogénéité des situations auxquelles vous serez confrontés et l'ambiance générale du jeu vous plongeront agréablement dans une expérience comme on n'en a pas eu tant que ça. On voit ça tout de suite, plus en détail. Le jeu date de 2002. Voilà. Aujourd'hui encore, les graphismes restent magnifiques, l'ambiance sonore est du même niveau, et David Wise, qui nous avait déjà régalé avec l'excellente bande-son du très bon Diddy Kong Racing, a mis ici les bouchées doubles. Les thèmes s'adaptent parfaitement aux différents environnements, et même s'ils savent se faire discrets, à aucun moment on ne notera de fausses notes. La caméra n'est pas réglable, on peut juste la positionner derrière le héros. On serait tenté plus d'une fois de la déplacer avec le stick jaune de la manette, mais c'est surtout un coup à prendre. De façon générale, elle ne posera aucun problème et ça fait du bien de pouvoir appréhender certains obstacles sans savoir à se demander si l'angle de vue ne va pas partir en vrille à un moment ou à un autre. Les bugs sont pratiquement inexistants, le jeu ne rame jamais et on se régalera des nombreux effets visuels qui accompagnent les combats et les explosions. À ce niveau, le jeu envoie du lourd. Passé le petit temps d'adaptation lié à l'utilisation du stick jaune qui ne contrôle donc pas la caméra, le jeu devient rapidement un vrai régal. Il est d'ailleurs particulièrement réjouissant de voir à quel point les développeurs ont optimisé les commandes du jeu pour s'adapter d'une telle façon à la manette de la console. Avec le stick gris, on contrôle le héros. Avec la croix de direction, on agit sur la carte, les boutons d'action sont utilisés en fonction du contexte, et le stick jaune gère tout l'inventaire à lui tout seul. Au début, on démarre lentement avec seulement quelques objets à gérer, et très vite, ce sont 3 menus complets avec lesquels on va apprendre à jongler. Il y a celui lié aux ordres que l'on peut donner à notre compagnon, celui qui vous renvoie aux objets que vous pouvez utiliser, et celui qui vous permet d'actionner les capacités du bâton magique. Le tout est très intuitif, et il est même possible d'assigner un objet ou une action particulière au bouton Y, ce qui est très efficace quand on veut agir dans l'urgence. Le jeu vous facilitera également la vie puisqu'à chaque fois que vous passerez à proximité d'un élément avec lequel vous pourrez interagir, un symbole apparaîtra. Il vous appartiendra simplement ensuite de trouver quoi faire.
Avec Star Fox Adventures, on n'est pas du tout dans un schéma classique. Les boss existent mais ils sont rares, il n'y a qu'un seul grand palais dont l'immensité ne sera révélée qu'au fur et à mesure de l'avancement du scénario, les allers-retours ne sont justifiés que par l'envie de trouver tous les secrets, et le jeu accordera une part à peu près proportionnelle aux phases de plateforme, de recherche, de combat, de réflexion et d'action. Au-delà de la variété des décors dont la qualité a déjà été abordée précédemment, le jeu peut aussi se vanter de ne pas toujours barboter dans le même registre d'une progression uniquement conditionnée par des actions rébarbatives. Parfois, on doit rattraper ses adversaires lors de courses-poursuites endiablées, parfois on doit explorer des endroits plongés dans l'obscurité, parfois on se déplace à dos de mammouth, parfois on évolue à bord d'un vaisseau spatial, parfois on nage, parfois on combat, parfois on cogite, parfois on fait le bourrin, parfois on stresse un peu, parfois on cherche, mais jamais on ne s'ennuie. Il faut tout de même savoir que le jeu propose des moments pas forcément évidents qui demanderont aux joueurs de persévérer un peu. On pense immédiatement aux phases de plateforme durant lesquelles on vous balancera à la gueule des salves de tonneaux dont le pattern ne sera pas évident à déterminer. Dans ces situations-là, seuls vos réflexes pourront vous aider à progresser. Le soleil et la lune se succèdent à un rythme régulier, et même si l'impact de ce changement n'est pas aussi travaillé qu'on aurait pu le souhaiter, la présence de petits détails comme les dinosaures qui dorment quand il fait nuit permettent tout de même de saluer l'effort. Chose rare à signaler pour finir, il vous est possible de négocier le prix des articles dans le magasin du coin. Quand on sait que la monnaie locale n'est pas toujours évidente à trouver, l'initiative fait plaisir à voir. Forcément, le jeu a ses limites et il est parfois con comme n'importe quel autre jeu d'aventure. Par exemple, quand vous cherchez un objet particulier, vous ne pourrez l'obtenir qu'en utilisant un pouvoir appris 5 minutes avant. Les éléments vous permettant de progresser sont essentiellement fournis par des individus bornés qui ne vous les donneront que si vous cédez à leurs caprices idiots, et on trouve des améliorations pour le bâton magique, là où le sens commun ne les aurait jamais, mais alors jamais placés. Parfois, on se retrouvera à devoir chercher un peu pour se dépatouiller de certaines situations, mais la réponse ne sera généralement jamais très loin. Au pire, il y aura toujours le crapaud pleurnichard des précédentes aventures pour vous donner des indices quand vous êtes vraiment coincé, même si parfois on a le vilain sentiment qu'il insinue clairement qu'on est un teubé et qu'on n'a qu'à se démerder un peu tout seul. La diversité des pouvoirs que l'on peut utiliser lors des combats est appréciable. Cependant, le gros des affrontements se résumera la plupart du temps à bourriner le bouton A comme un sauvage en faisant semblant d'appuyer sur des directions différentes histoire de varier les combos. Il est possible de parer les coups, mais ce n'est vraiment pas une fonction dont on se sert souvent. Le système de lock est également foireux puisqu'aucun bouton ne permet de changer soi-même sa cible. Ça se fait automatiquement et il faut faire avec. Le petit dinosaure qui nous accompagne ne sera pas d'une grande assistance à ce niveau, mais autant être sincère, les combats ne sont pas la pierre angulaire du jeu. D'ailleurs, pour vider la barre de vie lors de ces phases, il faut vraiment le faire exprès. Inexplicablement, c'est là où le jeu montre sa plus grosse faiblesse. Déjà, ces phases sont complètement anecdotiques. On grimpe dans le vaisseau pour passer d'un point à un autre de la planète et il faudra traverser un nombre d'anneaux défini afin d'y arriver. Les ennemis ne serviront qu'à gonfler votre score et on est à des années-lumière du soin général dont le reste du jeu a bénéficié. L'essence de la série résidant dans ces phases de tir, on ne comprend pas comment les développeurs ont réussi à les saboter à ce point. La jouabilité n'est vraiment pas top, ça va un poil trop vite pour qu'on puisse bien comprendre tout ce qui se passe, et on en arrive finalement à se demander si ces phases n'ont pas été ajoutées à la va-vite histoire de faire plaisir à ceux qui auront gueulé si elles n'avaient pas été là. Ben pour le coup, on aurait préféré s'en passer. Heureusement qu'elles ne sont pas légion, sinon ça aurait pu avoir un impact autrement plus négatif sur la vie générale que l'on peut avoir du jeu. Si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu par le passé, dites-vous que le fait d'y rejouer maintenant aura le même effet que d'écouter une chanson que vous adoriez étant gosse mais que vous n'avez pas entendue depuis des lustres. Ça fait foutrement plaisir. Le jeu ne se contente pas de suivre la trace laissée par les classiques comme les aventures de Zelda. Il a une identité unique, il est accessible, il est bourré de bonnes idées, il est magnifique, varié, long, pas trop difficile, il change par rapport à ce qu'on a connu avant, et même si on peut regretter l'absence d'une suite, on ne peut toutefois que s'en réjouir car ça nous épargne aussi une éventuelle déception. Ce jeu a mis en son temps la barre très haut et recréer une telle ambiance ne sera pas une chose facile. À une époque durant laquelle on rend les vieux jeux facilement accessibles grâce à des supports dématérialisés, si le hasard des décisions commerciales fait qu'un jour on puisse trouver cette perle dans l'eShop, sur le PSN ou sur le service de vente en ligne propre aux consoles Microsoft, j'espère que vous aurez une petite pensée pour cette vidéo. Oui, le jeu a des défauts. Pourtant, si vous avez déjà regardé mes vidéos par le passé, vous savez comment je fonctionne, vous savez quel type de jeu j'apprécie, et vous savez que quand je défends un jeu, c'est vraiment que je considère qu'il en vaut la peine.
Pour vous prouver à quel point j'ai de l'estime pour Star Fox Adventures, je vais aller jusqu'à lui accorder une distinction que je n'ai pas pour habitude de décerner n'importe comment. Star Fox Adventures, à mes yeux, il mérite largement le seul et unique Corin to the Seal of Quality. Putain là, si c'est pas la classe.